Bonjour, bienvenue dans Point de Vue. On attend vos réactions, vos commentaires et vos questions que vous allez pouvoir poser à nos invités qu'on va vous présenter dans un instant. Au sommaire de cette émission, le cas Darmanin qui divise les Républicains. La consigne officielle de demander la démission du ministre n'est pas respectée. On va le voir. Alors est-ce l'autorité de Laurent Wauquiez qui est mise en cause? Cela y ressemble. Nous parlerons aussi du retour de la croissance, plus 1,9% l'an dernier, c'est le chiffre à retenir. Une croissance dont les Français ont pourtant encore du mal à voir les effets concrets. Le concret aujourd'hui, pour beaucoup, c'est la crise dans les établissements pour personnes âgées, les EHPAD, dont le personnel et les directeurs sont en grève. Et c'est un nouveau chantier pour le gouvernement qui ne se réglera sans doute pas qu'à coups de millions. Enfin, nous parlerons de l'enseignement de l'arabe à l'école. Doit-on ouvrir plus de classes d'arabe dans les collèges et les lycées? Est-ce une façon d'éviter que les mosquées aient le quasi-monopole de cet enseignement? C'est une proposition que fait l'un de nos invités. Et cet invité, c'est vous, Hakim El Karoui. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes essayiste, consultant. Vous avez travaillé avec Jean-Pierre Raffarin lorsqu'il était à Matignon. Et votre dernier livre s'intitule « L'islam, une religion française ». Il vient de paraître dans la collection Débat chez Gallimard. Alors on parlera de votre proposition, effectivement, sur l'enseignement de l'arabe. Bonjour Adélaïde Zulfikar-Passik. Bonjour. Vous êtes directrice de BVA Opinion et vous êtes notre boussole d'un point de vue sur les attentes des Français. Je vais essayer. Bonjour Thomas Legrand. Bonjour. Vous êtes éditorialiste France Inter et votre dernier livre, c'était Chronique de l'imprévu, c'est paru chez Stock et c'était une fine observation de l'année politique 2017. Et bonjour Marie Vizot. Bonjour. Vous êtes grand reporter au service économie du Figaro et vous êtes aussi l'auteur de Les sales gosses de la République. C'était à propos de la génération au pouvoir sous François Hollande et ses multiples divisions. Vous l'avez écrit avec Cyril Lachèvre et c'est paru chez Michel Lafon. Alors, donc, le cas Darmanin, il n'a pas d'autre choix que de démissionner. C'était hier la position officielle des Républicains. Gérald Darmanin accusé, on le sait, par une ancienne call girl de l'avoir violée en 2009, une plaignante qui est elle-même déjà condamnée pour chantage et contre laquelle le ministre a porté plainte pour dénonciation calomnieuse. Mais voilà, cette injonction de la direction des Républicains est loin de faire l'unanimité au sein de la droite. Écoutez les réactions de deux de ses responsables, Éric Woerth et Guillaume Pelletier. On ne peut pas dire qu'ils soient sur la ligne Wauquiez. On les écoute et on en parle. Et les ministres comme les autres. Et Gérald Darmanin, il subit une enquête, on verra ce que donnera cette enquête, mais il n'est pas empêché d'exercer ses fonctions. D'ailleurs, le gouvernement lui a réitéré à plusieurs reprises sa confiance, donc la justice fait son travail, mais on ne peut pas uniquement sur le seul fait d'une accusation considérer que quelqu'un est déjà finalement condamné. On ne peut pas juger avant les juges. Qu'est-ce qui fait l'honneur et l'originalité de la justice française et de notre démocratie? C'est deux piliers fondamentaux, la présomption d'innocence et le secret de l'instruction. Moi, je crois à la présomption d'innocence et je me suis engagé en politique pour porter un débat d'idées, pour refonder mon pays et certainement pas pour pratiquer la chasse à l'homme. Et donc, je ne la pratiquerai pas et je ne vois pas en quoi Gérald Darmanin devrait aujourd'hui démissionner. Alors, je vous rappelle notre question sur Twitter. Est-ce que les Républicains ont eu raison de demander la démission de Gérald Darmanin? Prononcez-vous. Hier soir, Nicolas Sarkozy a publiquement aussi témoigné son amitié au ministre lors d'un dîner à Bercy. Finalement, Hakim El Karoui, c'est comme le disait Guillaume Pelletier, une chasse à l'homme qui s'est engagée. C'est quoi votre opinion? Je crois en l'occurrence sur les Républicains, ils font de la politique. Il y a pour eux un maillon faible qui se présente, qui est Gérald Darmanin, qui est un ancien des Républicains, et donc ils lui tapent dessus. Prioritairement. C'est d'abord ça. On voit bien, après, il y a des liens personnels, amicaux entre les uns et les autres. Et puis Éric Woerth, par exemple, il se souvient ce qui lui est arrivé à lui. Il a été accusé, il a été cloué au pilori, il a été blanchi après, et on n'en sort pas indemne. Donc ça ne m'étonne pas qu'il soit solidaire. Après, sur le fond, je pense que personne ne va s'exprimer. Il y a une enquête qui a été réouverte, si j'ai bien compris, et tout le monde attendra de voir comment tout ça évolue. Le contexte n'est pas très clair, effectivement, même entre nous un petit peu glauque. Mais Thomas Legrand, effectivement, cette consigne, en tout cas celle d'hier, a été assez mal reçue. C'est très très étonnant comme consigne, parce qu'on connaissait la jurisprudence Balladur qui veut qu'un ministre mis en examen démissionne. C'est une jurisprudence qu'on peut comprendre politiquement, qui juridiquement est quand même assez contestable, mais qu'on peut comprendre politiquement dans notre société.
Mais maintenant, quelqu'un mis en cause, d'une façon d'ailleurs pas très claire, alors il y a peut-être, à lire ce qu'on lit, il y a peut-être une faute morale, mais même... On ne sait même pas. Donc je ne comprends pas du tout. Je trouve que trop vite, je trouve que cette affaire dit vraiment ce qu'on supputait, enfin ce que moi je supputais concernant M. Wauquiez. Il est prêt à tout. M. Wauquiez est prêt à tout, là. Je trouve ça assez dégueulasse, en fait. Prêt à tout, assez dégueulasse, c'est des mots assez forts que vous employez. Mais peut-être qu'à la fin, M. Darmanin sera condamné et il faudra qu'il parte, même qu'il sera mis en examen, il faudra qu'il parte. Mais là... c'est beaucoup trop tôt et c'est révélateur surtout de qui est M. Wauquiez et pas qui est M. Darmanin. Adélaïde Picard-Classique, avant de vous donner la parole, je donne 2 réactions tout de suite. Le droitiste qui nous a rejoint et qui nous dit a-t-on déjà vu un ministre accusé de viol? Et c'est tout de même un crime très grave. Où en est-on de l'exemplarité? Déjà, oui, sur les termes employés par Thomas Legrand, votre voisin sur ce plateau, Adélaïde, qu'est-ce que vous pensez que c'est effectivement quelque chose de dégueulasse. Je partage l'analyse qui a été faite peut-être en la tempérant un tout petit peu. En tout cas, ce que nous montre cette décision, en tout cas cette prise de position de Laurent Wauquiez, c'est effectivement qu'il essaye, c'est un acte avant tout politique, je suis d'accord, et il essaye d'occuper l'espace. Et depuis qu'il a été élu à la tête des Républicains, on voit bien qu'il a un enjeu d'affirmer son leadership, à la fois son leadership au sein de son propre camp, rassembler les différents membres de son camp, convaincre les sympathisants LR qu'il est bien l'homme de la situation, qu'il va pouvoir être celui qui accompagne la reconstruction. Et puis, il cherche aussi à occuper la place de meilleur opposant. C'est que des arguments, vous avez raison, c'est que des arguments de politique. Donc là vous êtes en train d'expliquer que Laurent Wauquiez a les arguments de stratégie politique. Il s'agit d'un homme, de l'honneur d'un homme. Peut-être que je donne pas raison. Et donc c'est dégueulasse. Non, mais je suis d'accord. J'essaie de comprendre le pourquoi et je pense que c'est effectivement une stratégie d'occupation de l'espace qui n'est certainement pas la bonne au regard d'un fait pour moi qui est le fait principal, qui est la présomption d'innocence. Et je pense que donc effectivement il a été un peu vite en besogne, mais j'essaie juste d'expliquer, de me mettre à sa place pour essayer de comprendre. Vos explications me renforcent je les partage et me renforcent dans mon appréciation. Marie Viseau, il y a eu une pétition aussi lancée par des féministes, derrière lesquelles se trouvait Caroline de Haas, plus connue. Ça prend des proportions un peu énormes, Ça prend des proportions, alors que finalement tout le monde devrait être gêné aux entournures par cette histoire qui, on voit bien, mêle des questions de justice et de morale, donc devrait ne pas pouvoir être tranchée aujourd'hui. Finalement, les mots que vous utilisez sont les bons. Oui, d'accord. Alors, parmi les politiques, on a vu à droite ce que certains pensaient. À gauche, il y a un candidat à la tête du PS, Olivier Faure, qui dit mais si, c'est une faute morale à minima. Gérald Darmanin devrait démissionner. Non, mais il y a peut-être une faute morale, on ne sait pas. Si effectivement Gérald Darmanin, mais là, quand on commence comme ça veut dire qu'on a lu les papiers et puis qu'on en tire des conclusions, mais on ne connaît pas le fond de l'affaire. Si effectivement il a monnayé une aide qu'il pouvait donner à une femme contre une nuit passée avec cette femme, ça serait une faute morale, mais est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est vrai ? J'en sais rien. Donc avant de pouvoir dire ça, Monsieur Faure devrait attendre qu'on ait quelques preuves. Et encore une fois, tenons-nous-en à cette règle qui est déjà, qui est à mon avis utile, inévitable, mais qui est déjà juridiquement limite, et politiquement utile, mais juridiquement limite. On est mis en examen, on démissionne, avant on ne démissionne pas. Hakim El Karoui, avant de vous poser une question, je donne encore quelques réactions sur ce sujet. Christiane qui nous dit oui, il faut que Darmanin démissionne, cette affaire est grave. Je suis d'accord avec Laurent Wauquiez. Et Christophe qui lui tempère en disant laissons l'enquête se dérouler. Sinon, n'importe qui sur des accusations peut faire démissionner un ministre. Par contre, si mis en examen, il doit partir aussitôt. Donc ça complète ce que vous venez de dire, Thomas Legrand. Oui, le côté quand même pour Laurent Wauquiez, cette autorité qui est mise assez vite à l'épreuve. Oui, enfin, d'une certaine manière, il l'a bien cherché, puisqu'il va chercher des sujets clivants. Ce qu'il veut, lui, c'est montrer qu'il a une capacité de leadership, hein, comme on l'a dit. La question pour moi, c'est voilà, qu'est-ce qu'il va faire maintenant qu'il y a, y compris Guillaume Pelletier, qui est a priori complètement aligné sur ses positions, qu'est-ce qu'il va lui dire, qu'est-ce qu'il va lui faire et c'est là où on va voir quel est le leadership de Laurent Wauquiez.
On ne cherche pas un leadership sur un sujet sur lequel il y a un avis personnel qui n'a aucun rapport avec la politique. Il n'y a pas une aile droite de LR ou une aile gauche de LR qui va prendre une position ou une autre. C'est des sujets intimes. Donc on ne cherche pas à imposer une autorité sur un sujet comme celui-là, ou alors on se plante complètement. Alors toujours les partisans. Donc il est dégueulasse et en plus il se plante. D'une demande de démission, je complète, disent aussi, c'est un de leurs arguments, en disant après tout, on l'a vu au moment de François Bayrou, Marielle de Sarnez, Richard Ferrand, ils ont démissionné alors qu'il n'y avait pas de mise en examen. C'est vrai. Moi je trouve ça problématique. Là, il s'agit d'une question de mœurs. Donc les fils sont vraiment très compliqués à démêler. On est dans une période où les femmes prennent enfin la parole pour dénoncer des agissements. Il ne faudrait pas que dans ce flot qui peut être utile, il y ait des honnêtes hommes qui soient embarqués. Peut-être que ce n'est pas le cas. Peut-être qu'il méritera un jour, et peut-être que je me trompe complètement, mais c'est beaucoup trop tôt pour le dire. Dans les autres cas, M. Bayrou, c'est lui qui l'a décidé, ce n'était pas une règle, on l'a certainement forcé. Je trouve qu'il était en charge de porter une loi sur la moralisation. Il était donc politiquement compliqué d'être crédible. C'est injuste, il a subi une injustice puisqu'il n'était pas encore mis en... Mais c'était une injustice peut-être nécessaire simplement pour que la loi puisse être votée de façon sereine. Là, on n'est pas du tout dans ce cas-là. Juste sur un point, Adélaïde, c'est le syndrome balance-ton-port qui autorise un peu cette espèce de fuite en avant et qui... on court après la délation ou le... Je ne connais pas l'affaire et effectivement, pour l'instant, on ne peut pas juger sur la réalité, mais on ne peut pas exclure effectivement que le contexte serve de caisse de résonance et permette d'amplifier certaines affaires. Et c'est vrai qu'il y a un risque, je rejoins ce qui a été dit par Marie Vizot et par Thomas Legrand, un risque peut-être, en surfant sur ce contexte, d'autres affaires soient un petit peu... qui sont plus ou moins réalistes, ou après on marche un peu sur des œufs, mais soit mise sur le devant de la scène et en lumière, avec ce risque d'empêcher, alors là on parle de continuité d'action publique, donc c'est vrai que c'est un sujet, mais d'empêcher des hommes de mener à bien leur mission, alors qu'effectivement la présomption d'innocence devrait prévaloir dans un cas comme dans l'autre. Alors, présomption d'innocence, c'est évident. En tout cas, vous êtes pour le moment assez partagé sur cette question, sur la demande de démission. Vous êtes pour moitié à dire que les Républicains ont raison de demander la démission du ministre. Ça a commencé à 50-50, c'est 49-51. On a fait ça évolue légèrement. Alors, je vous propose de parler de croissance. C'est le bon chiffre du jour, plus 1,9% de croissance en 2017. Le plus haut chiffre depuis 6 ans. En principe, il annonce un retour de la confiance. Mais est-ce si évident? Ces jours-ci, les Français reçoivent leur fiche de paye et ce rebond de la croissance ne se traduit pas forcément en espèces sonnantes et trébuchantes. Or, c'est bien sûr sur le pouvoir d'achat que les Français attendent des résultats et qu'ils jugeront l'action d'Emmanuel Macron. Une action que le leader de la CGT, Philippe Martinez, qui est dans son rôle, a déjà condamnée. Regardez, on en parle. Qui redécolle? J'ai vu hier que le CAC 40 avait vraiment redécollé, puisque le CAC 40, l'indice boursier français, qui était à son plus haut niveau depuis 10 ans. Les actionnaires ont à nouveau été bien nourris cette année, 44 milliards d'euros, je crois, de dividendes. Et par contre, le chômage, il est toujours là. La situation des salariés, la souffrance au travail, elle est toujours là. Donc il y a en fait une France à deux vitesses. Et je pense que le qualificatif de président des riches lui colle toujours très bien à la peau, à notre président de la République. Marie Vizot, finalement on entend tout et son contraire depuis quelques jours. C'est Emmanuel Macron, la croissance, il n'y est pour rien, c'est François Hollande? Alors déjà, il ne faut pas bouder notre plaisir de faire presque 2% de croissance. Comme vous le disiez, ça fait presque 6 ans que ce n'était pas arrivé. Enfin, on a envie de dire. D'ailleurs, ce qui est amusant, effectivement, c'est que tout le monde revendique la paternité. Michel Sapin, ancien ministre de l'économie, envoyait dans toutes les rédactions cet après-midi un communiqué pour dire tout ça, c'est le résultat du fruit des réformes que nous avons mis en place. Bruno Le Maire, nouveau ministre de l'économie, dit mais non, tout ça, c'est grâce à la confiance qu'a apporté Emmanuel Macron. Alors, qui a raison? Si on est un peu provocateur, on dit personne. Voilà, tout ça, c'est une histoire de cycle. Le contexte international est porteur. Le fameux alignement des astres, euro, pétrole, change. Donc finalement, la France bénéficie de tout ça.
Après, une fois qu'on a dit que personne n'était en cause, on peut dire un peu des deux. C'est-à-dire qu'indéniablement, ce qui a été fait sous le quinquennat Hollande a des répercussions aujourd'hui. La politique de compétitivité, ça se traduit aujourd'hui par de l'investissement des entreprises. C'est vrai aussi que l'élection d'Emmanuel Macron, ça redonne de la confiance. Mais après, il a été quand même élu il y a 6 mois. Ce n'est pas lui qui a créé la croissance de 2017. Comme ça, on a un claquement. Thomas Legrand, il y a quand même une petite part d'injustice pour François Hollande, parce que même si certains commentateurs éclairés disent, comme vient de le dire Marie, il y a un effet des réformes Hollande, personne n'y croit. Oui, si, ça commence à se dire. L'injustice pour François Hollande, c'est un peu compliqué parce que François Hollande, finalement, il a fait la politique à laquelle il croyait à partir de 2014. Il avait qu'à la commencer en 2012, cette politique finalement à laquelle il croyait, c'est-à-dire une politique sur la compétitivité. Il n'a pas osé se faire élire avec le mot compétitivité, il avait peur de perdre s'il disait ce mot. Je pense qu'il aurait pu être élu même en prononçant ce mot et commencer ce qu'il a fait en 2014. En 2012, il en aurait peut-être recueilli un peu plus de fruits politiques à la fin. Donc si aujourd'hui il y a des fruits politiques qu'il ne recueille pas, et si on peut parler d'injustice pour lui, il en est un peu responsable parce qu'il y a eu 2 ans d'attentisme avant de commencer la vraie politique à laquelle il croyait. Donc après, pour s'y retrouver dans l'écheveau de toutes les raisons qui apportent cette croissance, moi je suis bien incapable de vous dire si c'est grâce à 62% à François Hollande, à 31% à Emmanuel Macron et à 12%, je suis déjà au-delà de 100% au cycle et à l'international, je ne sais pas. François Hollande parti trop tard, selon Thomas Legrand. Emmanuel Macron, il doit accélérer, Hakim El Karoui, à la faveur de cette croissance retrouvée? Il doit accélérer. Après, c'est à lui de décider. Ça crée un contexte pour lui qui est plus facile. Mais moi, je voudrais quand même noter une chose, c'est qu'il y a 2% de croissance, il n'y a pas de baisse du chômage. Et ça, c'est un énorme problème. Parce qu'en général, 2% de croissance, on fait baisser le chômage de façon substantielle. On dit 1,5, au-dessus d'un 5, ça baisse. Ouais. Voilà, ça baisse et ça se mesure. Donc on devrait être à 50 000, 80 000 emplois en plus, enfin en net. Donc la question qui est posée, c'est pourquoi on fait 2% de croissance sans faire baisser le chômage? Et cette question-là, à mon avis, c'est la vraie question qui est importante aujourd'hui pour le gouvernement. Est-ce que c'est, d'abord, il faut analyser les causes. Est-ce que c'est parce qu'on détruit plus d'emplois, notamment sous l'effet de la robotisation, par exemple? Est-ce que c'est la chute la capacité d'exportation française, parce que par ailleurs, la dégradation du commerce extérieur est énorme et la capacité industrielle fait seulement que ne reprend que maintenant. Ça, c'est un vrai sujet. Et je pense que, par ailleurs... C'est là-dessus qu'Emmanuel Macron sera jugé, c'est ce qu'on dit. Voilà. Et puis, il faut, quand on parle d'économie, il faut parler euro. Et quand on parle euro, il faut parler Europe. Donc, quelle est la politique de l'euro aujourd'hui? Est-ce qu'on est capable de définir avec les Allemands une vision commune, non seulement de ce qu'il faut faire, mais du diagnostic commun? Parce que moi, j'ai travaillé longuement dans une entreprise allemande. Je peux vous dire que les Allemands pensent sur la situation des choses complètement différentes des Français. Les Allemands pensent qu'il faut faire ce qu'ils ont fait eux, il y a 10 ans, il y a 15 ans. Les Français pensent que c'est récessif. Donc si on ne se met pas d'accord sur le point de départ, on sera incapable d'arriver à un point d'arrivée. Et à mon avis, c'est ça l'urgence. Marie, je reviens un instant sur le chômage et les difficultés de recrutement finalement, parce que c'est vrai que c'est un paradoxe, la croissance et bon, c'est la difficulté aussi à trouver des emplois qui correspondent, enfin des profils qui correspondent aux emplois. Oui, c'est les difficultés de recrutement rencontrées par les chefs d'entreprise, et c'est pour ça que dans le programme d'Emmanuel Macron quand il était candidat, il y avait quelque chose d'encourageant qui était justement de préparer cette croissance de demain, ces emplois de demain, avec ce grand plan sur la formation qui tarde un peu à venir. Oui, qui a plus de mal à se mettre en place finalement que prévu. Et d'où, comme disait Hakim El Karoui, ce chômage qui ne baisse pas et qui va ça peut durer dans le temps. Et puis il y a un autre point que vous abordiez dans votre question tout à l'heure, c'est quand on parle de croissance et quand on dit aux Français la croissance revient, eux, ils entendent aussi pouvoir d'achat. C'est-à-dire pour moi, concrètement, à la fin du mois, qu'est-ce qui va se passer encore plus quand
le CAC 40 qui explose, le gouvernement qui, dans une communication peut-être un peu maladroite en disant vous verrez fin janvier vos fiches de salaire, Monsieur Darmanin dont on parlait tout à l'heure pour un autre sujet, qui brandit dans le JDD une photo d'une fiche de salaire. Or, cette hausse du pouvoir d'achat qui est effectivement prévue par le gouvernement, elle va se faire en 2 fois, une petite fois en janvier et une fois en octobre. Donc le risque, c'est que fin janvier, les Français soient déçus. Déception qui se traduit déjà. Ils le sont déjà. Ouais. Ils le sont déjà. Parce qu'on a beaucoup dit à la rentrée en janvier que le gros sujet du gouvernement, c'était l'immigration. Le vrai gros sujet, c'est effectivement le pouvoir d'achat. Pourquoi ? Parce que c'est aussi un des sujets qui peut être un peu l'incarnation de ce qu'on peut appeler le macronisme avec ces 2 France, la France qui gagne, la France qui perd. Et on le voit dans les enquêtes assez nettement, au-delà de la partition entre un Français sur 2 qui approuve l'action et un Français qui la désapprouve. Quand on regarde dans le détail, on voit qu'on a un socle vraiment de soutien à l'égard du gouvernement et d'Emmanuel Macron qui est de grosso modo 2 Français sur 10, un tiers des Français qui aujourd'hui est plutôt dans l'opposition, et puis au milieu, on a 50% des Français qui sont encore dans l'attentisme, plus ou moins bienveillants selon eux. Mais quand on regarde au sein de ces catégories, quels sont les sujets auxquels ils prêtent attention, la question du pouvoir d'achat monte très fortement et arrive au sein de catégories qui sont particulièrement sensibles, ce qu'on appelle les catégories socio-professionnelles dites inférieures, mais aussi les classes moyennes, les retraités. Il y a un vrai sujet notamment avec la CSG. Donc on voit bien qu'il y a ici un sujet à risque. Alors ce n'est pas forcément un risque social, mais en tout cas un risque éventuel d'incompréhension et qui pourrait venir nourrir ce sentiment qui est déjà venu chez certains, qui a une espèce de distance ou un manque de prise en considération des réalités du pays par le président de la République. Alors, je vous propose de lire quelques-unes des réactions de nos internautes. Il y a Franck qui nous dit une croissance à crédit. Moi, je veux bien, mais qui va payer l'addition ? La dette, s'interroge-t-il. Jackie, qui estime que la croissance française est très largement en retard par rapport aux pays voisins. Elle est largement due à la conjoncture mondiale. Il n'y a donc pas de quoi se gargariser. Et Ryan, qui estime que c'est tant mieux, il faut inventer un nouveau modèle, alors rebondit sur les problèmes d'emploi et de chômage, un nouveau modèle de société où les robots travailleront à notre place avec les algorithmes et nous, on partira en vacances. C'est ça le futur. Voilà pour les réactions. Sur le côté, effectivement, attente des Français, fiche de paye, là-dessus, Hakim El Karoui, on a vu Laurent Wauquiez, on l'a vu dans son intervention sur France 2 la semaine dernière. Il joue beaucoup là-dessus. C'est un angle d'attaque pour la droite ? Je pense qu'il lit les sondages assez bien. Par ailleurs, il est très fin et intelligent. Et donc, il cherche là où il y a de la place. Et puis, il a une approche matricielle. Donc, le pouvoir d'achat, les retraités, ils votent LR. Et donc, il est le porte-parole des retraités. Et je pense qu'il va aller sur le sujet des EHPAD. Parce qu'il est dans le cœur de son électorat. Après, la question pour lui, toujours, les Français disent « tu critiques, mais qu'est-ce que tu fais ?» Qu'est-ce que tu aurais fait ? Qu'est-ce que vous avez comme proposition ? Et la critique s'épuise assez vite, parce que rapidement, il faut être crédible sur le plan des propositions alternatives. Comme par ailleurs, quand on connaît un peu le programme de François Fillon, soutenu par Laurent Wauquiez, en fait, c'était ce qu'il dénonce, mais en beaucoup plus fort, sa crédibilité est assez faible. Crédibilité, alors c'est plus large que l'économie, mais il y a un intéressant baromètre Cevipof qui est publié dans le journal Les Échos ce matin, qui parle de la confiance politique. Et là, les résultats sont quand même, on peut plutôt parler de défiance d'ailleurs, parce que 76% au total des Français ont une perception négative de la politique. Alors pour Emmanuel Macron, c'est 36 qui arrive en tête, c'est 36% de confiance. Laurent Wauquiez est à 14%, comme on le voit sur le tableau qui s'affiche. Mais effectivement, qu'est-ce que doit dire Emmanuel Macron qui prononce ses vœux devant les forces vives de la nation ce soir? Qu'est-ce qu'il doit dire? Si vous étiez Emmanuel Macron. Prenez-vous un instant pour le président de la République. Non, alors déjà, en face de lui, il va avoir un public très large. Des partenaires sociaux, des chefs d'entreprise, il y a même du régalien qui est là ce soir. Donc il va falloir ce terme de force vive, d'ailleurs, juste une parenthèse, ça finit un peu ancien monde, d'ailleurs. C'est joli. Ouais, non, mais c'est-à-dire qu'il va falloir qu'il brasse très large. Oui. C'est-à-dire s'adresser à la fois aux chefs d'entreprise en les confortant dans cette reprise dont il ne va sûrement pas manquer de se réjouir, parce que même si on a
spectateur qui nous dit qu'il ne faut pas se gargariser. Oui, c'est vrai, on fait moins bien que la zone euro. Oui, c'est vrai que tout n'est pas grâce à nous. Mais... Donc il va falloir parler à ces gens-là. Il va falloir rassurer aussi le côté partenaires sociaux, justement sur ce dont on parlait, le chômage, les emplois de demain, la formation. Mais ce qu'il va leur dire, moi, je ne sais pas. Non, mais ce qu'il doit... Est-ce qu'il doit... Parce que les syndicats, ils sont finalement assez divisés. Hein. Ouais. Il a joué là-dessus jusqu'à présent. Ouais. Oui, ils sont affaiblis, oui. Et pour l'instant, il a eu la chance de ne pas les avoir dans la rue, ces partenaires sociaux. Et est-ce que ça va se durcir, côté syndical? Ils sont en ce moment en train de négocier sur l'assurance chômage, qui va être un genre de test, parce que si les partenaires sociaux... patronat salarié ne se mettent pas d'accord, tout ça finira réglé par l'État. Ce sera un test. Oui, un vrai test. Hakim El Karoui, vous diriez quoi au syndicat ce soir? Bon, de toute façon, il va leur dire, j'ai une feuille de route, elle a été définie, elle est mise en œuvre, elle va continuer, elle va même être amplifiée. Le sujet pour lui, c'est est-ce qu'il est capable d'embarquer avec lui les gens qui sont a priori proches, c'est-à-dire le patronat, tout en gardant un front syndical fissuré. Patronat qui est lui-même, il y a des élections au MEDEF à venir dans les prochains mois, donc c'est vrai que là aussi, il y a un petit risque de surenchère, ou en tout cas de... Et vous savez, Jean-Pierre Raffarin disait, la popularité de l'exécutif, c'est la courbe... Non, mais j'ai appris pas mal de choses avec lui. Elle est directement, c'est pas moi qui l'écris, elle est directement corrélée à la courbe du chômage. Donc, tant que la courbe du chômage est soit flat, soit orientée plutôt à la baisse, et qu'en plus il y a de la croissance, Emmanuel Macron continuera à être populaire. Et là, il aura un espace politique. Le vrai sujet pour lui, c'est le jour où sa popularité baisse, qu'est-ce qui se passe à l'Assemblée avec son groupe? Son groupe est fragile. Et si le groupe commence à tanguer, à mon avis, la rue viendra à ce moment-là, mais pas avant. Donc ça se fera sur la popularité, sur la majorité politique, et puis enfin sur la capacité de mobilisation populaire. On pense en général l'inverse. Mais l'équation politique, à mon avis, est celle-là aujourd'hui. Thomas Legrand, il doit accélérer ou au contraire faire une pause S'il est cohérent, il doit plutôt accélérer, puisque la seule chose qu'il a à leur dire, c'est ma politique va finir par donner des porter ses fruits. Donc, on ne peut pas dire à la fois ça et je ralentis. Sinon, c'est assez contradictoire. Mais en accélérant, effectivement, on radicalise les mécontents. Moi, je pense que le problème dans ces sujets, c'est que quand ça va bien, quand la croissance revient, ceux qui vont bien vont tout de suite très bien. Et pour les riches, pour ceux qui sont à l'aise avec la mondialisation, tout va bien, on les voit contents à la télévision. Mais pour ceux qui vont pas bien et pour ceux qui sont les plus fragiles, ça met beaucoup plus longtemps à redémarrer. Et on le voit, je ne suis pas certain que l'infirmière de l'EHPAD, d'un EHPAD, là, se soit ravie de voir, s'intéresse beaucoup aux chiffres de la croissance. Et si elle voit en plus que les profits du CAC 40 ont explosé, il y aura ce sentiment d'injustice. Et l'injustice, c'est sur une question d'injustice que la rue, moi je pense, se mobilisera. On ne sait pas laquelle, mais sur une question d'injustice. Adélaïde, cette France à deux vitesses, elle est aussi très perceptible dans le... Oui, ce que dit Thomas Legrand, on le voit beaucoup dans les enquêtes, notamment qualitatives. On voit aujourd'hui qu'auprès des personnes qui sont plutôt dans une approche soit de soutien, soit d'attentisme bienveillant à l'égard de Emmanuel Macron et du gouvernement, ce qui prévaut, c'est un sentiment d'action et puis c'est une impression générale de un président dynamique qui agit, mais il n'y a aucune mesure qui imprime et donc il y a quand même un risque peut-être à terme de vide de sens. Et chez les gens qui au contraire sont plutôt dans l'attentisme dubitatif ou voire carrément dans l'opposition, ce qui accroche, ce sont des mesures concrètes, CSG, APL, ISF, qui viennent nourrir cette impression d'un président qui s'adresse à une partie de la France seulement. Donc attention, parce qu'on voit bien qu'en plus, chez les gens qui sont sur un soutien assez modéré, aujourd'hui, il n'y a pas de mesures vraiment marquantes et de marqueurs qui viennent imprimer ce début de quinquennat. Alors du concret justement, on va en parler avec les EHPAD, les hôpitaux. Aujourd'hui, c'est 50 millions pour les EHPAD qui sont en grève. La semaine dernière, c'était 30 millions pour les prisons. Demain, combien pour les hôpitaux? Jour après jour, le gouvernement donne l'impression de colmater un peu les brèches. Mais peut-il faire plus?
Les personnes âgées dans les maisons de retraite, les malades dans les hôpitaux, on l'a dit, c'est du concret, ça fait partie des préoccupations quotidiennes des Français. Alors, la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, saisie de la question des EHPAD, était ce matin sur France 2. Elle affirme faire le maximum. On la regarde. Sur la partie médicale, l'État a prévu 100 millions d'euros supplémentaires, 72 millions d'euros pour des postes de soignants, 10 millions d'euros pour des postes d'infirmières de nuit, 28 millions d'euros pour accompagner les EHPAD en difficulté, et j'ai rajouté 50 millions d'euros fléchés. Donc le budget 2018 qui a été voté en décembre... Vous n'irez pas au-delà, c'est ça qu'on comprend ce matin. Mais c'est déjà énormément d'argent, et donc c'est le budget des EHPAD et le budget qui va le plus augmenter dans tout le budget de la sécurité sociale cette année. À notre question Twitter, donc prison, hôpitaux, EHPAD, le gouvernement bricole-t-il? Vous êtes pour le moment 80% à estimer que oui. Hakim El Karoui, effectivement, on l'a dit tout à l'heure, cette somme de conflits catégoriels, ça peut faire boule de neige quand même, au bout du compte? Oui, en fait, on ne sait jamais. Puis à un moment, il y a une cristallisation, et puis après, on reconstruit l'histoire a posteriori, et on dit, évidemment, tout était écrit pour arriver là. Moi, sur les EHPAD, ce qui me semble intéressant, c'est le sujet de la santé, il est devant nous. C'est pas un sujet catégoriel. C'est un sujet démographique très profond, parce que on arrive, vous savez, en France, il y a 550 000 décès par an depuis 1950. Il y a 20 millions d'habitants de plus aujourd'hui qu'en 1950, 50% d'habitants de plus, on est passé de 42 à 66. Il va y avoir dans les 20 prochaines années, on va passer de 550 à 750 000 décès, le baby-boom. Le baby-boom, c'est un papy-boom aujourd'hui, et puis ça va être un papy-crack dans les 20 prochaines années. Les 2 dernières années de vie, on dépense beaucoup, beaucoup plus d'argent pour sa santé, c'est normal, que tous les je ne sais pas quel est l'âge moyen, les 82 premières années de vie. Et quand on parle de démographie, on parle de retraite. On ne parle jamais de santé. Donc, le sujet de la santé, il est devant nous. Avec une question, c'est comment on va financer tout ça. Aujourd'hui, on dérembourse un petit peu, on privatise en fait de plus en plus les soins, mais là, on est face à un mur financier, un mur budgétaire, qu'en fait, on ne sait pas financer. Donc, à mon avis, le débat, ce n'est pas 30 millions pour les EHPAD, ce qui est juste rien. Hein. Le budget de la Sécu, c'est 600 milliards. Le débat, c'est comment on va faire évoluer le modèle de financement de la sécurité sociale sans gréver complètement les actifs, puisque aujourd'hui, c'est les actifs qui payent pour les retraités, sachant que les retraités payent moins de CSG, même aujourd'hui avec le point de plus, et sachant que les retraités sont beaucoup plus riches que les actifs, notamment en termes de patrimoine. Et que cette année, enfin depuis 3 ans, les revenus des retraités sont supérieurs aux revenus des actifs. Cherchez l'erreur. En Allemagne, il y a 20% de différence. Donc, à mon avis, le débat, c'est quand est-ce qu'on va transférer des prélèvements vers les retraités, et ce ne sera pas populaire, pour une raison simple, c'est qu'ils ont du patrimoine, ils n'ont par ailleurs accumulé aucune réserve pour financer leur retraite quand la France était riche et nombreuse en termes démographiques. Et puis enfin, le sujet, c'est comment on va monétiser ce patrimoine. Marie-Zo, sur cette question, est-ce qu'il faut effectivement faire davantage que du saupoudrage? Alors Hakim El Karoui, il a chippé tous les chiffres qu'on avait préparés. Ah ben voilà, c'est ça. Alors effectivement, c'est un vieillissement de démographie. La nuit des âges, pardon. La lutte des âges. La lutte des âges. Comment les retraités ont pris le pouvoir. Voilà, donc vieillissement, démographie, c'est vrai que c'est le sujet sous-jacent à ces questions d'EHPAD. Alors du coup, la question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est qu'effectivement, bricolage ou pas bricolage, je ne sais pas s'il faut appeler ça comme ça, les 30 millions, 50 millions, la question qui se pose, c'est est-ce que ce sujet avait été suffisamment réfléchi par l'exécutif, anticipé par l'exécutif actuel, pour se prendre ce débat finalement assez brutal. En 8 jours, on a vu comment le sujet est monté. Est-ce que ce sujet avait été suffisamment réfléchi? Manque d'anticipation. On a vu effectivement, on a écouté la ministre. Vendredi, voyant que la grève était assez inéluctable, elle a annoncé cette enveloppe de 50 millions. Mais bon. Tous les syndicats, tous les politiques, tous les professionnels médicaux parle de ça depuis des années. On sait que ça va. Vous avez écrit un livre dessus. On sait que ça va nous arriver. Emmanuel Macron le sait. Mais effectivement, il y a cette incapacité à organiser un modèle social sur cette question. Et ce que vous dites est très intéressant sur la lutte des âges, qui est le titre de votre livre. Mais quand on pense à cette génération qui a quand même eu les croissances à 2 chiffres, une inflation qui rachetait leurs emprunts, qui a pu vivre la révolution sexuelle, qui n'a pas connu le sida, qui a eu le plein emploi,
qui a pu échapper à la guerre, s'ils sont nés juste après, par rapport à la guerre d'Algérie. Voilà. Donc c'est une génération bénie et une génération aujourd'hui qui va souffrir, parce que, peut-être moins que nous d'ailleurs, mais une génération qui va souffrir parce que le papy-boom va effectivement les mettre dans une situation qu'on ne sait pas gérer, qu'on ne sait pas financer. Emmanuel Macron n'a pas prévu ça, il avait beaucoup de techno de la finance et peut-être pas assez de techno du mécanisme social, mais les autres non plus, ils n'avaient pas prévu visiblement. Là-dessus, Adélaïde, effectivement, le social peut-être de La République En Marche va se faire entendre. La CFDT a beaucoup alerté et a fait des propositions depuis des années, un peu toute seule. Et c'est un thème qui préoccupe évidemment les Français. Oui, effectivement, je pense qu'il ne faut pas adresser uniquement sous l'angle financier, même si c'est un angle important, parce que ce qu'on voit maintenant, c'est que les tout premiers sujets qu'a adressé le gouvernement, alors je parle en gros jusqu'à fin décembre, ils ont parlé de l'immigration et ni de la loi sur le terrorisme, mais on a eu beaucoup de sujets économiques, avec une approche très pragmatique, performative, avec en gros le but recherché c'était l'efficacité, ça fonctionne pas. Là, quand on se préoccupe de la question justement des EHPAD, derrière il y a la question de la démographie, du vivre ensemble, du vieillir ensemble, vous avez parlé de modèle social, donc c'est tout ça qui a inventé, c'est quel modèle social, financier, quel récit collectif on crée, et donc ça nécessite effectivement une réflexion au long cours, et je pense que pour le gouvernement ça veut dire aussi peut-être un peu un changement de paradigme par rapport à ce qu'il a fait jusqu'à présent, et c'est pas neutre en tout cas, mais là où il y a peut-être une chance, c'est que moi ce qui m'a frappé depuis le début du quinquennat, c'est la capacité qu'a eu Emmanuel Macron et le gouvernement à suspendre l'impatience des Français. On avait vu depuis des années qu'il y avait une espèce d'impatience des Français face à l'attente de résultats, quel que soit le domaine d'action. D'ailleurs, Emmanuel Macron lui-même, dans son entretien de rentrée en août, a parlé de l'impatience du peuple français. Et là, nous, on le voit dans nos études qualitatives, et c'est même frappant, on a des gens qui nous disent je ne suis pas forcément en phase avec sa politique, mais je me laisse 2 ou 3 ans. C'est du temps très long. C'est énorme. C'est du temps très long. Et donc, du coup, ça laisse peut-être le temps d'avoir ces réflexions au long cours et de cesser ce que vous appelez le bricolage. Parce qu'en tout cas, il y a un vrai sujet qu'il va falloir adresser. Si ce n'est qu'on sait que les grosses réformes se font uniquement en début de quinquennat. Oui, mais peut-être que leurs effets. Mais alors c'est peut-être plus l'écume des choses, mais là aussi le hashtag balance ton hosto, balance ton EHPAD, ça marche très fort. C'est parti comme ça. On est sur des sujets qui sont effectivement au cœur des préoccupations des Français. Là, on parle justement de ses aînés, ses parents, ses grands-parents. On se projette aussi dans un futur, et puis on parle des questions de santé qui sont au-delà des sujets immigration, sécurité, emploi, qui sont des sujets qui sont vraiment dans le quotidien des Français et qui donc les marquent et les impliquent davantage. Vous êtes toujours pour le moment 80% à estimer que le gouvernement bricole, entre guillemets, sur ces sujets. Hakim El Karoui, si je me trompe, vous étiez auprès de Jean-Pierre Raffarin quand il y avait eu le lundi de Pentecôte pour la dépendance justement et les personnes âgées. Qui avait été saboté par François Fillon d'ailleurs. Et alors, finalement, ça s'est un peu effiloché, ce mouvement quand même de solidarité. Sauf la taxe. Parce que la taxe, elle ne s'est jamais effilochée, elle est perçue par l'État. Ce qui s'est effiloché, effectivement, c'est l'idée de la solidarité. Mais souvenez-vous, ça venait après la canicule de 2003, où on avait eu des images horribles de personnes âgées qui mouraient dans les EHPAD, toutes seules. Donc il y avait en fait l'émotion qui avait permis de justifier ce prélèvement et l'idée, attention, il va falloir travailler un petit peu plus si on veut financer le modèle social. Après, ça s'est complètement perdu, et notamment dans des querelles politiques de bas étage. Un dernier point, peut-être pas une spécialisée EHPAD, mais on dit aussi qu'ils peinent à recruter. C'est un peu comme les surveillants de prison. Il n'y a pas beaucoup. Alors, c'est parce que le travail est pénible, il est mal payé. C'est un peu tout ça en même temps. Ouais. Donc ça fait partie des secteurs dans lesquels il y a des difficultés de recrutement. C'est un argument aussi employé par l'AMI, je crois, dire que l'encadrement est peut-être pas au top. Alors ça, je ne sais pas. Il n'y avait qu'un lien avec l'immigration, parce que n'oubliez jamais qui s'occupe des personnes âgées, des immigrés ou des enfants d'immigrés. Qui va permettre à la démographie d'avoir un nombre d'actifs suffisant pour financer les retraites. En fait, c'est des immigrés. On a Flo qui nous a rejoint et qui a cette idée que bientôt on verra en France comme aux États-Unis des personnes âgées de plus de 75 ans faire des petits boulots, c'est pas faux. Et Marie qui dit pour les EHPAD, ces endroits sont purement et simplement des gouffres financiers pour les familles.
un personnel restreint pour un nombre de patients important, les familles ont sans cesse la main au porte-monnaie. Alors, je vous propose d'aborder notre dernier thème. Il s'agit donc de la langue arabe, de l'enseignement de la langue arabe à l'école. Hakim El Karoui, je me tourne vers vous. Dans votre livre « L'islam, une religion française », vous faites une proposition concrète, ouvrir des classes d'arabe au collège et au lycée, afin de ne pas laisser l'enseignement de l'arabe dans la seule main des mosquées. Car finalement, telle est un peu la situation aujourd'hui. 80 000 enfants apprennent l'arabe avec des profs sans véritable référence et qui sont payés par des pays étrangers. C'est pas des profs, c'est des imams, oui, professeurs de religion, qui mélangent. C'est pour ça que je mets prof parce que c'est un peu. Voilà, l'arabe et la religion. Ouais. Et qui font apprendre avec des manuels qui viennent des pays d'origine, qui ne sont pas tous des manuels de djihadisme, hein, surtout pas, mais qui sont des manuels avec le système de valeurs des pays d'origine qui n'est pas conforme, enfin qui n'est pas le même, il faut l'accepter, hein, de celui de la société française. Alors, ce que vous expliquez dans votre livre, c'est que finalement, dans les années 70, on a fermé des classes sous le couvert de dire il faut que ces populations, ces jeunes s'assimilent et que, je fais peut-être un résumé. 80-90 oui, plutôt que 70. Plutôt alors, oui, pour des enfants qui étaient... Oui. Ça fait peur aujourd'hui, pour une question un peu peut-être provocante, mais une classe d'arabe, les proviseurs ou les principaux de collège n'en veulent pas parce que ça attire un public qu'on considère comme difficile. C'est quoi le problème ? Oui, alors ça fait longtemps, ça fait 30 ans que ça dure. Oui, les proviseurs ferment les classes parce que viennent des élèves qui ne sont pas forcément sectorisés dans la géographie du lycée, qui viennent pour certains d'entre eux de quartiers populaires, qui sont d'origine maghrébine, et ils n'en veulent pas. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est qu'on avait un grand discours, une idéologie qui consistait à dire on n'a pas appris le breton aux Bretons, on ne va pas apprendre l'arabe aux Arabes. Assimilation, bon. Oui. Le résultat, c'est qu'on a les 2 tiers des familles musulmanes qui veulent que leurs enfants apprennent l'arabe. Il y a des familles non musulmanes qui trouveraient formidable que leurs enfants apprennent l'arabe, parce qu'après tout, c'est aussi une langue de culture et de civilisation, et puis c'est aussi une langue d'actualité. On a 55% dans l'enquête que j'avais faite avec l'Institut Montaigne, 55% des familles musulmanes qui veulent que leurs enfants apprennent l'arabe à l'école, et à l'école, il n'y a pas d'offre. Donc le résultat, c'est que les enfants vont apprendre l'arabe là où il y a une offre, dans les mosquées, dans les associations musulmanes. Donc le choix politique qu'on a aujourd'hui, ce n'est pas intégration, assimilation, c'est est-ce que vous voulez que les petits Français aillent, grâce à un produit d'appel qui s'appelle l'arabe, fréquenter les écoles musulmanes et les écoles coraniques. Encore une fois, ce ne sont pas toutes des lieux de perdition, de terrorisme, etc. Mais ce sont des endroits, et je connais un petit peu le sujet, dans lesquels on transmet un système de valeurs qui n'est pas celui de la société française contemporaine. Bon. Et ça, à mon avis, c'est ça le sujet politique. Là-dessus, justement, c'est un sujet qui fait peur aux politiques, Thomas Legrand. Ils ne veulent pas y toucher. Ça ne fait pas peur aux politiques, c'est les politiques qui font peur avec ça. Moi, j'ai entendu, pendant la campagne des primaires de la droite, Nicolas Sarkozy, Laurent Wauquiez pour Nicolas Sarkozy, dans ses discours, c'était dans chaque discours, tous les soirs, devant des salles qui ressemblaient à des assemblées... Enfin, c'est des assemblées très âgées, et surtout en province, là où, loin des centres urbains où il y a beaucoup d'immigrés, dire que si on commençait à apprendre l'arabe aux petits arabes, eh ben voilà, ça serait le grand remplacement. Il n'utilisait pas ce mot, mais c'était à peu près ça. Alors que c'est un gâchis énorme. On a une possibilité d'avoir toute une population qui peut apprendre 2 langues à l'école. Moi, j'ai vécu à l'étranger, j'étais correspondant aux États-Unis. Mes enfants ont appris 2 langues. Apprendre 2 langues à l'école ne dessert pas l'une des 2 langues. Ça aide les enfants à avoir une agilité intellectuelle. On dit que ce sont des populations qui ont du mal, pour des raisons sociales ou des raisons culturelles, à s'intégrer et à être performants à l'école. Ça pourrait être une occasion, en inculquant en plus les valeurs de la République, si c'était fait par des professeurs de l'éducation nationale et non pas par des écoles religieuses, ce qui est quand même un drame. Donc moi je pense que c'est un gâchis énorme. On a une mine de richesse qu'on gâche par soit une sorte de pusillanimité, soit par une instrumentalisation politique largement
alimenté par les Républicains, pas seulement le Front National. Juste une petite précision. Vous avez une idée du nombre aujourd'hui d'élèves, de classes d'enseignement d'arabe, comme il peut y avoir de l'espagnol, les langues étrangères, qui suivent des cours dans l'éducation nationale aujourd'hui, ou dans le privé, mais combien? 8 000 au total. Au collège et au lycée, 8 000. Ouais. Et dans le primaire, un peu plus avec 50 000 avec des ELCO. C'est dommage qu'aujourd'hui, on n'est pas d'invités un peu identitaires. Je ne pense pas que pour répondre à ça, parce que j'aurais bien aimé débattre avec eux. Sur leurs arguments, oui. C'est un chantier pour Jean-Michel Blanquer, Marie Viseau. Non, je ne vous demande pas je vous demande. D'abord, est-ce que vous avez une position là-dessus? Et deux, est-ce que ça peut être effectivement un chantier pour Jean-Michel Blanquer? Moi, je ne suis pas du tout une grande experte de ces sujets-là, mais quand j'entends Hakim El Karoui qui, en 45 secondes, nous fait une démonstration implacable où finalement on ne peut qu'être d'accord avec lui, pourquoi est-ce que ce discours n'est pas entendu par les politiques? Je vais vous répondre. J'ai fait un papier avec Marwan Laoud, ancien numéro 2 d'Airbus, qui a vaguement contribué au succès de l'aéronautique française, sur le sujet il y a 18 mois. C'était sur le site du Monde, et le papier était fermé, donc réservé aux abonnés du Monde. On a eu 400 réactions, réparties en 3 tiers. Un tiers qui disait « bon, la solution c'est qu'ils repartent ». Un deuxième tiers qui disait « avant d'apprendre l'arabe, ce serait bien qu'ils apprennent le français ». On propose d'apprendre l'arabe, langue vivante 2, pas de remplacer le français par l'arabe à l'école primaire. Et puis un troisième tiers qui disait, oui, effectivement, c'est peut-être une mesure de bon sens. Donc il y a un sujet de préparation des esprits, de diagnostic, de pédagogie assez important avant que ça passe au... Il s'agit du Monde. Il s'agit des abonnés du Monde. Avec les abonnés, avec cet argument, avec l'argument numéro 2 que vous avez, il faut supprimer l'anglais et l'espagnol aussi, rapidement. Oui, bien sûr. Alors, vous pouvez vous prononcer sur cette question. Le droitiste, il dit rien, là? Pour le moment, je laisse d'abord la parole à Adélaïde là-dessus. C'est bon. Effectivement, vous le rappeliez avec Hakim El Karoui, Thomas Legrand, les réactions, c'est assez clivant comme sujet. Ouais, le voici le droitiste, pardon, je vous interromps. Monsieur Legrand et son idéalisme, je suppose, des années 80. On voit le résultat aujourd'hui. Enfin, il parle de moi, c'est ce que je voulais. J'allais dire, comme Marie Viseau, je ne suis pas non plus une experte de ces sujets, et en plus c'est un sujet un peu sensible, mais je pense qu'il y a deux choses. Il y a effectivement le fait que vous parliez des politiques qui font peur, on joue sur ces sujets-là un peu avec la peur, et on joue sur la peur les peurs des Français, notamment on voit bien dans le système scolaire qu'il y a plein d'espèces de peurs irrationnelles, avec même sur tout autre sujet, les parents qui mettent de plus en plus leurs enfants dans le public, dans le privé, parce que la peur de l'autre, la peur de... on ne sait pas trop, donc c'est un peu, ça joue sur l'irrationnel. Mais en même temps, je pense qu'effectivement, avec un discours, parce que je suis d'accord, j'ai été convaincue très rapidement par l'argumentaire. Je n'avais pas d'ailleurs forcément de doute au départ, mais je pense que... non, je pense que ça aide, mais il y a un point qui peut aider, c'est que justement, alors je ne veux pas faire d'amalgame, donc je marche un petit peu sur des œufs, mais dans toutes les enquêtes qu'on a pu faire depuis 2015 sur la question de la radicalisation, la déradicalisation, on voit que les Français ont des attentes fortes sur la question de l'école et de la pédagogie. Donc, du coup, tout ça s'articule dans un sens qui... Mais justement, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'apprendre l'arabe, à mon avis, je pense que vous sauriez mieux répondre, vous trouveriez mieux les arguments, vous les avez en tout cas, mais c'est un instrument de déradicalisation. Oui, j'entends bien. J'en suis sûr. Alors mais c'est un peu contre-intuitif de dire ça, et je pense que la plupart des gens se disent si on apprend l'arabe, on apprend l'islamisme. Non, au contraire, il y a convergence entre une attente des Français qu'il faut que ça passe par l'école et que ce soit justement dans un cadre beaucoup plus institutionnel, républicain, plutôt que chez des imams. Et donc il y a convergence entre ce que vous proposez et des attentes. Donc je pense qu'il y a un terrain favorable à pousser ces arguments. Ce qu'il faut bien voir en matière culturelle, le débat, il n'est pas entre l'islam et la République, il est à l'intérieur de l'islam. Avec des gens qui sont des militants, qui sont organisés, qui ont créé un halo de sympathisants, qui sont ultra puissants sur les réseaux, sur Facebook, sur tous les réseaux, qui ont su construire une offre différenciée pour tous les publics. Et en face, on a des Français de confession musulmane qui en fait disent « mais nous on est intégrés, on ne va pas parler de religion ». Et puis une connaissance de la religion musulmane par les musulmans qui est historiquement en fait très faible. Du coup, on a une offensive culturelle très puissante, très bien faite, avec des gens qui disent l'islam est la solution, et par ailleurs l'arabe, c'est l'arabe de la religion. Donc le rôle de l'école ici, il est majeur, mais on est au cœur du rôle de l'école. C'est l'esprit critique, c'est l'esprit des Lumières, c'est la connaissance, l'accès à la connaissance face à l'ignorance. Bon, et se dire que l'éducation nationale, depuis 25 ans, a décidé d'enlever, de ne plus mener cette bataille, moi, très sincèrement, je ne comprends pas.
veiller, donc une responsabilité de l'éducation nationale. Là, comme ils sont là souvent et pas aujourd'hui malheureusement, c'est dommage. 15 secondes, Thomas Legrand. Il dirait oui, mais si vous apprenez l'arabe à des petits gamins, ils vont avoir plus d'accès à ces sites dont vous parlez, ces sites d'influence. Les sites, ils sont pas en arabe. C'est ce que je voulais vous entendre dire. Merci. Eh bien, on reparlera d'autres sujets qui sont intéressants aussi dans votre livre sur le financement de l'islam de France via le halal, via les dons et les pèlerinages. Enfin bon, il y a une quantité de sujets que vous abordez. Je vous propose de rester sur Figaro Live avec les vœux d'Emmanuel Macron, on en parlait tout à l'heure, aux forces vives de la nation. Avec ces images, c'est en direct. Merci beaucoup à tous les quatre. Merci. Et puis à demain pour un nouveau point de vue.